Bienvenue à tous, voici le sommaire de l'actualité de ce soir. Les examens nationaux de fin du cycle primaire ont débuté ce lundi et les parents sont invités à aider davantage leurs enfants à mieux terminer les examens et contribuer les protéger contre la pandémie de Covid-19. Au sommaire également, il y a les experts sanitaires qui indiquent que certaines personnes atteintes de la Covid-19 choisissent de cacher leur état de santé alors que ça leur cause des problèmes graves. Ravi de vous savoir fidèle au grand rendez-vous d'actualité de la télévision rwandaise. La page nationale s'ouvre sur les examens nationaux de fin du cycle primaire qui ont débuté ce lundi et les parents sont invités à aider davantage leurs enfants à mieux terminer les examens et contribuer à les protéger contre la pandémie de Covid-19. Le point avec Assine Youssouf. Ces examens se déroulent au moment où la pandémie de Covid-19 devient de plus en plus virulente et qu'il est demandé à tout un chacun à appliquer scrupuleusement toutes les mesures mises en place pour riposter contre elle. Un peu partout sur le territoire national, notamment à Rubavu, les élèves disent qu'ils se sont préparés dans la mesure du possible. Je me suis bien préparé, d'autant plus que la pandémie de coronavirus nous a empêchés de passer les examens en 2020 et j'ai fait beaucoup d'exercices en mathématiques et je suis prête pour réussir l'examen. Nous avons refait l'année et aujourd'hui je suis heureux car j'attendais avec impatience ce moment et j'ai bien étudié. Maintenant nous y sommes. Avant, j'avais peur que ce moment arriverait alors que j'étais mort à cause de la virulence de la pandémie. Maintenant, je n'ai plus peur et je me suis préparé pour réussir. Je me suis bien préparé, d'autant plus que j'avais peur de refaire encore une fois la 6e année, mais Dieu a fait des miracles et je le remercie aujourd'hui. La ministre de l'Éducation, le docteur Uwamaria Valentine, qui était au groupe scolaire de Ruyenzi en district de Kamonyi, a fait savoir qu'en général, les préparatifs des examens se sont bien déroulés compte tenu des moments difficiles que vit le pays. Les questionnaires sont arrivés à temps et les enseignants venus aider les enfants étaient également là à temps et les enfants étaient prêts. À propos des moments exceptionnels que nous vivons, nous nous sommes préparés par rapport à ces moments. Les enfants sont assis en parents, pas d'échange de matériel pour éviter toute contamination. On leur rappelle que celui qui a terminé rentre directement à la maison, mais nous adressons notre message aux parents de continuer à les protéger. Les chargés d'inspection des sites d'examen disent qu'il n'y a pas eu de problème à leur site et félicitent la façon par laquelle tous les organes se sont impliqués dans la préparation de ces examens. Nous sommes contents de la participation et que les examens ont débuté à temps. Tous les élèves avaient le questionnaire. Ceux qui les aident font bien leur travail. Les fenêtres des salles d'examen sont ouvertes et la ventilation est suffisante. À propos des enfants infectés par la Covid-19, les centres d'examen, conjointement avec les organes sanitaires, leur ont réservé des salles particulières. Le responsable du site d'examen à Saint-Paul International School, Bihozagara Dominique, dit que la protection est suffisante. L'enfant est venu et a appliqué les instructions et s'est lavé les mains. Dans la salle, il y a tout le matériel lui permettant de passer les examens et on y trouve particulièrement du gel sanitaire et le surveillant porte un habit approprié que nous a donné l'hôpital qui est à proximité.
Toujours à propos des enfants positifs à la COVID-19, la ministre de l'Éducation, le docteur Uwamaria Valentine, dit que ceux qui ont participé aux examens sont ceux qui ne sont pas dans un état critique. Ils ne sont pas installés dans les mêmes salles que les autres. Ils sont séparés. Il y a un agent de l'hôpital qui est à proximité de l'école et qui les aide en ce qui concerne les médicaments pour la protection. La façon d'emballer les examens sera différente car il faut attendre 10 jours pour que le virus disparaisse, mais cela concerne les enfants qui ne sont pas dans un état critique. C'est environ 50 élèves infectés par la COVID-19 qui ont passé les examens. Le ministère de l'Éducation indique que les finalistes du cycle primaire qui participent aux examens cette année sont au nombre de 254 678 par rapport à 286 087 l'année dernière, soit une diminution de 31 409. Parlons de la prochaine Assemblée générale de l'Association internationale des maires francophones que le Rwanda s'apprête à accueillir à travers la mairie de la ville de Kigali. Je suis dans le studio avec Prudence Rubingisa, le maire de la ville de Kigali. Bonsoir. Bonsoir. Au moment où le Rwanda a décidé de s'inscrire à cette vision, à la vision de cette association, combien de villes rwandaises en étaient membres et quelle est la situation actuelle? Merci beaucoup. C'est bien le Rwanda et particulièrement la ville de Kigali accueille d'ici 5 jours le congrès international qui rejoint tous les maires francophones qui sont membres de l'Association internationale des maires francophones. Eh bien, le Rwanda, particulièrement la ville de Kigali, est membre depuis 1987. Et ça a été suivi après une dizaine d'années par la ville de Rusizi et puis après Lubavu. Et puis aujourd'hui, Nyanza a rejoint après. Et nous pensons également que pendant le congrès, pendant le sommet, les autres villes qui veulent également rejoindre l'association, notamment les villes du Rwanda, qui sont connues comme villes satellites, qui accompagnent ou bien qui ont des activités supplémentaires au niveau du développement de la ville en termes d'une économie ou du développement durable. La ville de Muhanga, la ville de Musanze et puis la ville de Huye rejoindront également et ils ont été invités et puis ils vont également soumettre leur demande de devenir membres. Merci beaucoup. Et l'AMF regroupe les maires convaincus qu'en changeant la ville, nous pouvons changer le monde. Pourriez-vous nous parler des stratégies que vous utilisez pour matérialiser cette conviction? Oui, en changeant les villes, on change le monde. Et ça va tourner effectivement au niveau des différents thèmes ou sous-thèmes que nous allons discuter, et particulièrement tout ce qui touche les villes numériques, et avec un sens beaucoup plus qui va pratiquement dans des services qu'on offre ou qu'on donne à nos populations respectives. Et donc, ça va parler des villes numériques, ça va parler de la cohésion sociale qui englobe ou qui ramène particulièrement la jeunesse et la femme. Et puis le Rwanda a montré franchement dans toutes les politiques que nous avons que c'est vraiment centré sur la jeunesse, c'est vraiment centré sur la femme, surtout la femme entreprenante. Et ça va également parler du vivre ensemble. Merci. Revenons sur ce que vous venez de dire, la vivre ensemble, la jeunesse, la femme. Comment la population bénéficie-t-elle de vos activités au niveau national et à quoi devrions-nous nous attendre après ce congrès? Voilà, ce qu'on doit s'attendre après ce congrès, comme ça a toujours été fait d'ailleurs dans différents congrès qui ont déjà passé, c'est des différentes actions concrètes qui sortent comme des décisions après une discussion, parce que ça va prendre pratiquement 3 jours de suite, et des actions concrètes que nous prenons comme des activités que nous allons formuler avec
un accent particulier qu'on va donner à nos populations. Par exemple, il s'agit de voir la planification familiale. En quoi ça concerne à nos activités que nous avons dans nos différentes villes pour la ville de Kigali, en quoi également les politiques de la planification familiale rentrent également dans nos différentes projections à long terme pour une ville durable. Est-ce que si nous faisons le plan directeur de la transformation, du développement de la ville de Kigali, on tient compte de cette trajectoire de la population qui s'accroît du jour au jour? Et quelles sont les leçons qu'on peut tirer d'une ville à l'autre pour pouvoir former des actions concrètes? Et quand il s'agit également du numérique dont j'ai parlé, les services que nous offrons aux différentes populations pour réduire le mouvement, les trajets que les gens font. On fait référence ici au service d'Irembo, on fait référence aussi au service de la population que nous avons. Donc c'est ici vraiment l'innovation que nous voulons mettre en avant et voir en quoi ça change la vie de tous les jours de nos populations. Et quand il s'agit maintenant du vivre ensemble, c'est les exemples concrets que j'ai donnés pour nos deux villes de l'Ouest qui font des activités au jour le jour avec les villes sœurs de l'autre côté et voir comment on peut vivre ensemble. Et avec aujourd'hui, on en parle également, mais dans le contexte Covid, pour voir les leçons qu'on peut tirer pour les 2 dernières années, qu'on peut faire en sorte qu'on continue à faire des activités, on continue à vivre ensemble, mais toujours est-il en mettant l'accent sur le contexte Covid et donc voir des leçons qu'on peut tirer et avancer mieux. Merci beaucoup, Monsieur le maire. 30 secondes, quel message à tous ceux qui nous suivent? Un message particulier à ceux qui nous suivent, je dirais... Déjà, nous sommes dans les moments difficiles. Nous allons organiser cette réunion en suivant des règles très très strictes de distanciation, du port de masque, de lavage de mains à chaque moment. Un message particulier à tout un chacun dans la ville, c'est continuer vraiment à rester vigilant, à respecter respectueusement les mesures de prudence, les mesures de consignes de lavage des mains, du port du masque et de distanciation, éviter des mouvements inutiles. Et voilà, c'est un message particulier qui tourne autour du Covid. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Merci à vous. Okay. Les experts sanitaires indiquent que certaines personnes atteintes de la Covid-19 choisissent de cacher qu'elles sont infectées et à force de cacher leur état de santé, elles sont évacuées vers les centres de santé dans un état critique, mettant en danger leur vie. Patrick Nilidandi nous fait le point. L'une des conséquences de l'augmentation rapide des nouveaux cas de Covid-19 est l'augmentation des personnes malades et soignées à domicile. Selon les conseillers en santé, certaines personnes malades et soignées à domicile ne respectent pas les mesures sanitaires. La perception des gens est tellement différente. Des fois, vous appelez quelqu'un qui est ici à Kakir. Elle choisit immédiatement d'aller se cacher à Nyamirambo, à Muhima ou ailleurs. Je ne sais pas comprendre cette attitude. On dirait qu'elle veut faire plus de victimes. Des fois même, nous les appelons. Ils répondent avec hargne et colère qui vont bien. C'est tout. Deux fois, une personne remarque qu'elle possède des symptômes et utilise régulièrement les oignons, les citrons ou autres tangawizi. Son voisin nous informe de ses doutes. Une fois que nous lui posons la question, nous nous rendons compte qu'elle est bel et bien malade et qu'elle a caché son état. Ces conseillers en santé indiquent toutefois que ces mêmes personnes qui refusent leur aide ou se cachent sont les premières à appeler au secours lorsque leur cas devient désespéré et qu'ils ont besoin d'être acheminés vers des centres appropriés. Cette attitude est décriée par la population qui estime que cela relève de la méchanceté et que c'est criminel de continuer à fréquenter les autres personnes en sachant pertinemment bien qu'on est malade. C'est vraiment condamnable de cacher son état lorsqu'on a une maladie aussi contagieuse, la cacher à ses voisins. C'est criminel, c'est mon point de vue. Normalement, la plupart des personnes atteintes de la Covid et qui sont soignées à domicile
reçoivent une montre qui indique exactement là où elles se trouvent. Mais compte tenu du contexte actuel, certains malades ne reçoivent pas ces montres et les conseillers en santé leur demandent de ne pas quitter leur résidence. Le porte-parole de la police nationale, John Bosco Kabila, indique que le fait de recevoir cette montre ou pas et aller contaminer les autres intentionnellement est répréhensible par la loi. En premier lieu, ces montres ne soignent pas ou ne protègent pas les malades. Donc le fait de quitter sa maison, et pourtant en sachant être malade, c'est aller à l'encontre des consignes sanitaires, en mettant la vie des autres en danger. Donc on tombe sous le coup de la loi, et c'est punissable. Les autorités sanitaires affirment que les soins à domicile ont porté leurs fruits dans la lutte contre la maladie, mais appellent les personnes infectées à être plus prudentes avec leurs concitoyens. Le secteur privé du district de Muhanga est préoccupé par l'ampleur que la pandémie de Covid-19 prend. Depuis quelques semaines, le district de Muhanga a renforcé les mesures de prévention et relatives et appelle à tous les résidents de cette localité de bien respecter et prendre au sérieux ces mesures pour limiter la propagation de la Covid-19. Les statistiques publiées par les autorités sanitaires montrent que depuis le premier cas d'infection sur le territoire national, parmi 46 837 personnes infectées, 42% ont été contaminées en juin et juillet de cette année. Parlons à présent des agriculteurs basés en district de Gatsibo. Ils indiquent n'avoir plus peur de la sécheresse qui a eu un impact important sur le bétail, en particulier dans la province de l'Est. Cette indication est faite après que ces derniers aient participé à un programme d'apprentissage de la multiplication des graines destinées à faire pousser les pâturages. Patrick Nilidandi. Dans le marais de Nyargwambu, situé en cellule de Nyabichambwa, c'est un secteur Gatsibo. C'est une superficie d'environ 1 hectare où un éleveur a expliqué à Arabier les différents types d'herbes produits sur place. Cette initiative a été facilitée par la formation offerte par l'Office rwandais de développement agricole RAB en sigle, ainsi que par le projet RDDP pour la promotion des bovins laitiers et des fruits libres. Ceux qui ont rejoint le programme de pâturage étaient déjà des agriculteurs. En plus de fournir de l'herbe pour leurs vaches, le programme devrait également générer des revenus. La première chose est l'herbe pour aider les vaches à produire plus de lait, ce qui nous aidera à gagner plus de revenus. Après avoir fini de cultiver les pâturages pour le bétail, je vais stocker les graines et probablement faire pousser du foin. Il y a actuellement plus de 20 producteurs de semences de graminées en district de Gatsibo. Ce type d'herbe est récolté pour aider à augmenter la production de lait des vaches. Les responsables du district de Gatsibo ont depuis déclaré que le programme aidera les agriculteurs à augmenter la quantité de lait de 45 000 litres de lait collectés par jour à partir de 5 collectes dans ce district qui compte environ 100 000 vaches. Directeur de la station agricole de l'Office rwandais de développement agricole RAB à Nyagatare, a déclaré que la présence d'agriculteurs dans le programme de multiplication des semences et des pâturages est un témoignage de progrès du secteur de l'élevage. Normalement, le RAB est responsable du pâturage pour le bétail, mais la demande est qu'il soit transféré au secteur privé. C'est pourquoi certains des éleveurs commencent à recevoir de l'aide pour mettre en œuvre leur programme. Toujours sur la page d'agriculture, les agriculteurs en province du Sud disent qu'ils subissent des pertes dues aux semences improductives qui leur sont données ainsi que des pesticides inefficaces. Kassim Youssouf nous en dit plus. Charles Ndamage pratique l'agriculture dans le secteur de Kibirizi, district de Gisagara. Les agriculteurs ont reçu l'ordre de cultiver du piment, ce qui n'était jamais arrivé auparavant. Cependant, ils ont subi des pertes. Ils nous ont soudainement apporté des graines de piment, certains en ont eu et d'autres pas. Nous avons continué à attendre qu'ils apportent plus de graines, mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont dit qu'il n'y avait plus de graines. Certains d'entre nous ont cultivé et même si nous avons planté du piment, vous voyez que ce n'est pas productif.
Pensez-vous que nous allons récolter quelque chose? Un autre défi auquel les agriculteurs sont confrontés, en particulier les producteurs de fruits et légumes, est que les pesticides qu'ils achètent sont inefficaces. Ces agriculteurs demandent aux organes habilités de régler ce problème le plus vite possible. Nous vous demandons, journalistes et responsables, de plaider en notre faveur auprès d'ORAB et de leur dire de changer les pesticides qu'ils nous donnent et de distribuer les plus efficaces. Les responsables d'URAB conseillent les agriculteurs d'être vigilants lors de l'achat des pesticides. Ils ont également averti les revendeurs agricoles que quiconque serait surpris à vendre des pesticides périmés serait tenu responsable. Ce que nous demandons aux agriculteurs, c'est de travailler avec les revendeurs agricoles, mais surtout d'être plus soucieux de la date de péremption des pesticides. Il n'est pas nécessaire de continuer à utiliser le pesticide périmé. Et pour les revendeurs agricoles qui continuent à vendre des pesticides périmés, ils doivent savoir qu'ils détruisent l'environnement. Une autre chose est qu'ils nuisent à la vie des gens. Alors, quand c'est comme ça, quiconque se fera prendre sera sérieusement sanctionné. Les fruits et légumes sont les cultures les plus touchées, ce qui pourrait entraîner la diminution du volume de production et par conséquent la hausse des prix. Merci de choisir la télévision rwandaise pour vous informer. Si vous venez juste de nous capter, vous pouvez suivre ce que vous avez raté sur toutes les plateformes de la télévision rwandaise. Toute l'équipe qui a réalisé ce journal vous souhaite de passer une agréable soirée. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.